peux m'amener le micro, s'il te plaît, on a besoin. Bien, on a une intervention donc à plusieurs là. Donc des étudiants qui ont planché sur les innovations, qui vont nous faire une synthèse des innovations, un peu un tour du monde des innovations qui peuvent être un peu intéressants pour l'horticulture. Et donc ils vont présenter ce travail de synthèse. Ils vont montrer un petit peu des choses abracadabrantes parfois, mais qui peuvent donner des idées sur une utilisation pour la filière horticole. Donc je vous laisse vous présenter. Parce que je ne sais pas qui est qui en fait intimement, donc je vous laisse vous présenter, comme ça ce sera plus. Et donc c'est un travail qui a été dirigé, donc, qui a été fait sous la direction de Gilles Galopin de l'Agrocampus Ouest, Angers. Voilà. D'accord. Bon, donc bonjour à tous. Bien dans le micro, il faut le monter peut-être. Donc bonjour à tous. Nous on est des étudiants en dernière année de master de production et technologie du végétal à l'université, enfin cohabilité entre l'université d'Angers et l'Agrocampus Ouest. Donc je vais vous présenter mes collègues. Antea Supply, Barbara Surbled, David Mazet et moi-même Pierre-Yves Machin. Pour aujourd'hui, ne vous attendez pas à des innovations que vous pourrez voir dans divers salons professionnels horticoles. Nous, ce qui nous a été demandé, c'est vraiment d'axer nos recherches sur des technologies tout type de secteur confondu, donc pas forcément spécifique au secteur horticole, mais qui pourrait relancer l'horticulture de demain. Donc pour ça, je vais vous raconter un peu la péripétie qu'on a vécue. Donc on s'est dit comment faire devant un tel projet. Et au fur et à mesure de nos recherches, on a trouvé un laboratoire qui innovait énormément. Alors intrigué, on a voulu connaître son secret, et on y est allé. Sur place, on rencontre un scientifique un peu excentrique qui dit que avant de répondre à nos questions, il doit nous montrer quelque chose. Très bien, on le suit. On se retrouve dans une pièce noire, il claque la porte derrière nous, et là, paf, on est flashé, et on se retrouve en plein milieu d'une entreprise horticole. Après, donc c'est bien après qu'on s'est rendu compte qu'on avait été téléporté dans le futur. Bon, on se doutait que vous ne croiriez pas à cette histoire. Donc on a décidé de vous y emmener avec nous dans ce voyage temporel et de vous faire revivre un peu la visite. Donc on arrive dans cette entreprise horticole tous ensemble, au niveau de la zone pépinière, et là on voit... Et donc là on voit des énormes tubes contenant une substance verte. Rapprochons-nous. Excusez-moi. Donc, vous pouvez observer que cette substance verte est en fait un ensemble d'algues. Ce système est un photobioréacteur. Alors, ce sont des tubes qui contiennent des microalgues triglycériques qui vont se développer en présence d'eau et de nutriments et en présence de lumière naturelle. Donc, ce système est ingénieux car une fois que ces microalgues triglycériques sont séparées de l'eau, l'huile contenue dans ces algues peut être extraite et permet donc de produire du biodiesel, de la chaleur ou de l'électricité. Après cette extraction, la biomasse peut être aussi utilisée pour produire du biogaz qui va permettre à son tour de produire de la chaleur ou de l'électricité. Enfin, en fonction du type de microalgues qui sera utilisé, cette biomasse pourra servir directement de fertilisant. Donc demain, avec ce système d'agriculture, vous pourrez produire vous-même votre propre électricité, votre carburant, vous pourrez produire vos fertilisants et vous pourrez chauffer votre serre. De plus, ces microalgues sont des ressources qui sont rapidement renouvelables, durables et moins polluantes. Donc on est tous là, admiratifs devant ces immenses silos verts, quand quelque chose arrive vers nous. Donc mettez-vous en retrait et laissez-le passer, c'est un exosquelette. Donc, Cobot, ou robot collaboratif, est un exosquelette développé pour les sauveteurs et les soldats. Comme vous le voyez sur la photo, il est actuellement muni de 2 jambes, mais le programme Héraclès vise à lui incorporer 2 bras mécaniques, pouvant lui offrir la capacité de soulever des charges allant jusqu'à 100 kg. Donc, d'une vitesse de 4 km/h et d'une autonomie de 20 km, ce nouveau prototype pourra être un avantage certain pour les pépinières de demain. Allez, continuons notre visite maintenant.
Et si vous regardez au sol, vous verrez des pots étonnants. Donc ce sont des écopots. Ces pots nourrissent la plante par leur dégradation, puisque si vous regardez de plus près, ils sont composés d'une matrice synthétique qui est biodégradable et de déchets organiques qui vont fertiliser la plante. Pour l'instant, ils sont au stade expérimental à l'université de Pise, mais ils seront de différentes tailles et seront entièrement biodégradables. J'insiste beaucoup sur ce point, parce que vous le savez sûrement, certains pots sont dits biodégradables, alors que la matrice synthétique qui est constituée ne l'est pas forcément, et qui peut produire une source de pollution. En plus, ces pots sont directement enfouis dans le sol, et c'est uniquement après la plantation que le processus de dégradation va rentrer en jeu. Donc le pot va rester intact, ce qui évite le côté effrité que l'on connaît tous et qui peut poser problème dans les systèmes de production. J'entends un bruit, vous entendez pas? Voyons voir. Le voilà. C'est le robot UV, il est en train de se mettre en route. C'est un robot qui est né de la collaboration de 4 entreprises néerlandaises qui passe entre les rangs, donc tout seul, il est mobile, autonome, et il va diffuser sur la culture une certaine dose d'UV. Cette dose d'UV est suffisamment élevée pour tuer la plupart des agents fongiques, mais suffisamment faible pour ne pas léser la plante. Oui, évidemment. Il est doué d'une assez bonne autonomie et il va nous permettre ainsi d'économiser de la main-d'œuvre, mais également du temps, car il n'y a pas de délai d'attente après l'application des UV pour continuer les activités sur la culture. On réduit naturellement sa quantité d'intrants chimiques et les résidus qu'il crée sur la culture, ainsi que l'impact sur la santé humaine. De plus, comme ce n'est pas un produit qui est aspergé, cela ne crée pas d'humidité qui est superflue. Bien, continuons. Il est en train de se diriger vers l'intérieur de la serre, donc nous allons le suivre, car il y a autre chose. D'autres choses à vous montrer, encore beaucoup de choses. Donc maintenant, regardez en l'air. Voici une toile d'ombrage, l'Ombra DLS, qui était tirée sur l'ensemble de la serre et qui était tirée ou relâchée grâce à l'action de moteurs. Leur action est symbolisée par les flèches vertes sur l'illustration. Les moteurs sont contrôlés informatiquement grâce à un logiciel de gestion qui prend en compte l'intensité lumineuse, la température et l'humidité, et qui compare en temps réel ces données à des valeurs de référence qui sont fonction des besoins de la culture. Et donc, pour corriger l'erreur, le logiciel va activer les moteurs et relâcher ou étirer la toile. Ainsi, on a une intensité lumineuse qui est adaptée en permanence à l'intérieur de la serre. Et de plus, la luminosité est homogénéisée car les rayons qui passent à travers la toile partent dans toutes les directions. Ils sont diffusés à l'intérieur de la serre, comme on le voit par les flèches jaunes sur l'illustration. Enfin, la température et l'humidité sont également en partie contrôlées. Alors donc, continuons notre visite. Et par contre, faites attention où vous mettez vos pieds, car vous risquez de trébucher sur le robot Harveyson. Donc ce robot, c'est un robot qui est petit et qui va espacer et rassembler les pots. Si vous l'observez de plus près, vous remarquerez donc qu'il possède une interface, que vous voyez ici, qui va vous permettre de paramétrer les motifs d'espacement des pots et les distances entre vos pots. Ensuite, donc, il possède une gamme de capteurs ici, qui va lui permettre donc de naviguer et de localiser les pots à déplacer. Et enfin, il possède des grappins qui vont lui permettre d'attraper les pots et de transporter ces pots. Donc, ce robot est facile d'utilisation. Il fonctionne sur batterie et peut avoir jusqu'à 5 heures d'autonomie. Il a la capacité de déplacer différentes tailles de pots, allant jusqu'à 2,5 kg et a une capacité de déplacement de 2003 pots par heure au maximum. Donc, avec ce robot va vous permettre de vous soulager des tâches qui vont être longues, difficiles et répétitives, comme les espacements des pots, et vous libérer du temps pour vous consacrer à d'autres tâches peut-être plus utiles. Si vous observez bien, les pots que transporte le Harveyson sont munis de QR codes. Ces QR codes sont utilisés dans plein de domaines différents aujourd'hui,
Mais il pourrait être utilisé dans le secteur de l'horticulture. Par exemple, pour conseiller le client sur quels outils utiliser ou alors comment planter les végétaux qui les intéressent. Il peut être aussi utilisé en circuit de production, par exemple pour savoir le circuit pour suivre le circuit d'un pot. Alors comment ça marche? L'utilisateur doit juste flasher le QR code avec son smartphone via une application et il sera directement dirigé sur Internet avec une vidéo conseil ou d'autres informations. En plus, si vous êtes intéressé, certains sites Internet proposent de les imprimer gratuitement aujourd'hui. Et il suffit donc de leur fournir un site Internet qui serait la cible de ce QR code. Donc, si vous observez bien, le robot qu'a décrit ma collègue Antea emmène tous ces pots vers une machine qui imprime une référence d'apparence invisible sur chaque pot. En réalité, si vous continuez à bien regarder, ces références sont visibles sous la lampe UV qui se situe en fin de chaîne de la machine. Ces codes UV donc, représentent de nombreux avantages. Tout d'abord, ils sont non détachables et esthétiques. On a la possibilité de regrouper les plantes par lot en fonction de leur variété, de leurs caractéristiques culturelles. Et ils permettent un meilleur suivi logistique car dans ces codes, on peut implanter de nombreuses informations comme la date de plantation, le lieu de production et les zones où vont transiter les plantes. En vous retournant, vous remarquerez que le petit robot que l'on suit depuis le début, donc le robot UV, continue son chemin et ouvre le sas d'une seconde serre. Donc nous allons y rentrer car elle est légèrement différente des autres. Alors, cette serre est la serre Aero 9600, donc, que vous pouvez voir ici. Alors cette serre, elle est différente car c'est une serre plastique à voûte plate dans laquelle les conditions climatiques vont être optimisées. En effet, donc, elle va posséder un profil aérodynamique qui a été conçu suite à la simulation des conditions climatiques et de la température à l'intérieur de la serre. De plus, donc, elle possède des ouvrants dont la position et la géométrie va améliorer en fait la pénétration et le brassage de l'air dans cette serre. Vous connaissez tous la protection intégrée? Oui. Eh bien, avec cette serre, vous allez pouvoir aller un peu plus loin et faire de la production intégrée et non pas de la protection intégrée. En effet, donc, avec cette serre, vous aurez des conditions climatiques qui seront optimisées, donc une meilleure aération et une température et une diffusion de la lumière qui sera homogène. Donc, vous aurez un environnement qui sera favorable pour le développement de vos cultures, mais limitant pour les organismes nuisibles. Si vous regardez maintenant, stocké au fond de cette serre, vous verrez des bidons stockés qui contiennent du spray IT. Ce spray IT, en fait, c'est un isolant thermique liquide qui peut être appliqué directement sur la surface vitrée. Donc, comme le montre la petite image là, vous avez une source de chaleur avec des glaçons en face, et entre les deux, vous avez une vitre qui est aspergée de spray IT et qui va permettre d'éviter que les glaçons fondent. Alors, il vous est peut-être arrivé de tester ou de voir d'autres isolants, des isolants thermiques, pardon, mais le spray IT serait 10 fois moins coûteux et nettement plus efficace. Il est entièrement transparent, donc la diffusion de la lumière, elle n'est pas affectée. Il est stable en conditions extérieures, donc vous l'appliquez et quelles que soient les conditions climatiques, il sera toujours aussi efficace. Et il peut être appliqué sur de grandes surfaces vitrées, comme le montre cette petite schématisation. Donc, on a parlé tout à l'heure, ce matin, de l'économie d'énergie. Eh bien, le spray IT permettrait peut-être d'éviter tout le chauffage d'une serre. Bon, il faudra être encore un petit peu patient, parce que le spray IT est encore au stade expérimental à l'Institut ITRI à Taïwan. Mais il a toutes ses chances de devenir un élément incontournable en sériculture. Bien, continuons d'observer. Et juste à côté du spray IT, vous pourrez voir un nouveau petit appareil, le multiplex 360. 330. Ce serait dommage. Donc,
C'est un appareil qui utilise la fluorescence de certains composés après leur excitation sous lumière UV. Ces composés sont en l'occurrence des polyphénols qui sont produits par la plante en cas d'attaque pathogène. Ceci nous permet d'avoir une détection qui est précoce de la maladie avant même que les symptômes ne soient visibles. On a ainsi une meilleure réactivité et potentiellement moins de pertes. L'appareil est facile d'utilisation. Comme le montre cette photo, il suffit de l'appliquer sur la plante, d'appuyer sur un bouton. L'appareil fait les mesures et on retrouve ces données sur l'ordinateur par la suite. Enfin, il est applicable sur tout type de plante, sur feuilles comme sur fruits. Bon, cette information est théorique car en fait, il est surtout paramétré et testé pour la vigne. Et donc en fait, il faudrait de nouveaux paramètres et de nouveaux tests pour savoir s'il pourrait être utilisable sur de nouveaux pathosystèmes, sur de nouvelles cultures, comme par exemple en horticulture ornementale. Donc si vous continuez à regarder autour de vous, vous remarquerez que sur les asperceurs, il y a des boîtiers blancs, et que si l'on suit des yeux la connectique de ces boîtiers blancs, on arrive sur un ordinateur dont l'écran affiche bon nombre de graphiques et d'images 3D, qui nous faut comprendre qu'en réalité ce boîtier blanc est une caméra à balayage laser qui va scanner les plantes. PlantEyes est donc un outil d'analyse de la croissance des plantes. Cette caméra va analyser l'ensemble du couvert végétal et va nous montrer les anomalies de croissance, notamment les zones de carence et les zones éventuellement attaquées par certains ravageurs. Donc en vous retournant, vous remarquerez que notre fil conducteur, le robot UV, s'est arrêté sur sa base de rechargement et que juste à côté de celle-ci, il y a un escalier. Donc je vous invite à le prendre pour continuer la visite. Dans ce sous-sol, qu'est-ce qu'on voit? Tout est rouge et bleu et tout est superposé. Donc, c'est le Multi-Layer Growing System. Donc, nous nous excusons parce que normalement, vous deviez être un peu surpris, mais on a été un peu dépassé par M. Stappel qui vous a en fait présenté le système. Donc, voilà. Donc, ce système, c'est un système de culture qui va être réalisé sans lumière naturelle et donc qui va vous permettre d'être indépendant des conditions climatiques extérieures. Si vous observez, donc vous verrez que dans ce système, les cultures sont superposées, qu'elles sont illuminées donc par des LED rouges et bleus, que la température, l'hygrométrie et donc la composition de l'air va être régulée par une climatisation et par un système de contrôle de l'air. Et enfin, que l'excès de chaleur qui sera présent pourra être récupéré pour chauffer les serres qui seront situées au-dessus. Ainsi, donc, avec ce système, vous pourrez contrôler l'ensemble des paramètres tout au long de l'année, donc être indépendant de la météo. L'espace sera optimisé parce que tout est superposé. Ensuite, vous pourrez utiliser de nouveaux espaces pour réaliser vos cultures. Enfin, donc, ce système est plus durable et vous permettra d'obtenir des cultures qui seront de meilleure qualité. Bien, maintenant, allons voir la dernière... Attends, préviens nos amis qu'il faut faire attention aux abeilles. Tu te souviens, la dernière fois, j'en ai pas une en pleine tête. Bon, à proprement dit, ce ne sont pas vraiment des abeilles, ce sont des robobees. Donc Robobees, c'est un projet développé depuis 4 ans par l'université d'Harvard qui vise à créer des robots pollinisateurs. Ces robots de petite taille, 3 cm d'envergure, les chercheurs ont réussi la prouesse tout simplement de leur faire des vols stationnaires. Donc c'est une réelle prouesse. Mais il reste encore de nombreux points technologiques à développer, notamment leur système de navigation et leur coopération entre elles. Mais il n'est pas inimaginable qu'une fois qu'on a dépassé ces contraintes techniques, on puisse adapter ces robots en auxiliaires de culture. Ce seraient de formidables auxiliaires, en quelque sorte des terminators de pucerons. Bien, merci Pierre-Yves de nous avoir prévenus. Donc, continuons maintenant vers le fond de la pièce où il y a cette fameuse machine. C'est un générateur d'électrons qui est actuellement utilisé en traitement de semences. Il est développé par un institut allemand. En fait, des graines circulent dans une cavité et un flux d'électrons accélérés est envoyé sur les semences. Et ces électrons agissent en superficie pour tuer les éventuels pathogènes présents sur le lot de semences. Étant donné qu'ils agissent en superficie,
Cela n'affecte pas la viabilité des semences. On réduit naturellement ces recours au traitement chimique. Et avantage non négligeable, il n'y a pas de résistance connue des pathogènes contre cette technique. De plus, la machine, lors de son fonctionnement, est peu coûteuse en énergie. Alors, actuellement, c'est utilisé en traitement de semences, et encore pour certaines semences, ça a un certain spectre d'action. Mais on peut peut-être imaginer voir cette technologie utilisée par la suite en horticulture, pourquoi pas sur plantes entières, en lutte contre les pathogènes. Voilà, notre visite s'achève maintenant, mais avant de retourner dans le présent, j'aimerais que vous vous remettez en tête toutes les innovations qu'on vient de vous présenter et imaginez maintenant un outil qui serait capable de centraliser tout le contrôle de ces outils de tous ces outils numériques. Et aujourd'hui, ce qui se rapproche le plus, c'est la T-Connect Thomson. Cet outil est utilisé chez les particuliers pour l'instant et il permet de centraliser, donc, comme je disais, le contrôle de tous les accessoires T-Thomson, comme on peut le voir sur cette image. Donc ça permettrait un gain de temps et peut-être une diminution des charges. Et vous pourriez, par exemple, alors que vous êtes en train de rédiger un compte-rendu très important, vous pourriez contrôler votre serre et tous les robots, évidemment, à partir de votre tablette et avec cet outil, par exemple. Et en plus, la T-Connect Thomson ajuste la programmation en fonction des conditions climatiques. Donc, ce qui veut dire que s'il y a un coup d'orage et que vous n'êtes pas présent, les robots vont rentrer directement et se mettre à l'abri sans que vous ayez à leur dire. Bon, voilà, on arrive à la fin de notre visite, donc nous voilà de retour dans le présent. Non, pardon, c'est à moi. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, oui, c'est pas encore le temps du retour, non. Donc, voici un petit récapitulatif de notre trajet. On a commencé avec le photobioréacteur et on a terminé avec la T-Connect Thomson. Donc, ces innovations nous ont paru les plus marquantes, mais sachez que l'innovation touche un très large champ. Par exemple, les structures de serre. Là, ce sont tous les noms des innovations que nous avons pu rencontrer, mais malheureusement, nous n'avons pas le temps de vous les présenter. Donc les structures de serre, par exemple, la manutention, le contrôle, ou alors aussi le traitement, ou encore le transport, et pourquoi pas aussi l'innovation au niveau de la consommation et du rapport client. Donc toutes ces innovations devraient être bientôt développées, mais évidemment, il faut aussi avoir des ingénieurs de demain. Et à bon entendeur, nous sommes en M2, donc bientôt sur le marché du travail. Voilà, donc là on est bien de retour dans le présent, hein, et la visite est terminée. Donc je suis désolé, on n'a malheureusement pas eu le temps de récupérer des numéros loto gagnants, enfin des numéros gagnants du loto dans le futur. Mais voilà, on vous remercie de votre attention. Bien, bah merci. En attendant le retour vers le futur, on va prendre les questions présentes. C'était un peu dense, effectivement. On peut peut-être revenir sur certaines technologies. Oui. Ça vous laisse rêveur. Tu assures le, oui, le service après-vente. Je vous félicite pour ce travail, mais vous êtes parti de ce qu'est la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'horticulture fait des fleurs et puis elles doivent être jolies et autres. Quand on fait de l'innovation, on a deux autres approches, c'est-à-dire soit on regarde ce qui existe par ailleurs, par exemple on dit regardons ce que sait faire l'industrie de la papeterie, du textile, et c'est comme ça qu'on se rend compte que sûrement la plus grande innovation actuellement dans le domaine des plantes, c'est qu'on peut extraire une plante, application sur le thé, les plantes médicinales. D'un côté, on traite son jus, de l'autre les pesticides, on tire et on refait du papier, donc des feuilles, avec son résidu. Et aujourd'hui, c'est comme ça que vous prendrez le thé demain. Donc là, on est parti du textile et d'autres choses.
Donc vous avez quand même des approches un petit peu organisationnelles, mais qui sont quand même qui sont un petit peu technologiques, et pour un certain nombre qui sont déjà du domaine de la réalité. Les grandes innovations, c'est peut-être que demain, il y a déjà des demandes, les gens veulent des plantes qui assainissent l'air. On voit les plantes, alors, ou assainir l'eau, ou des choses comme ça, de nouvelles applications. Alors c'est vrai qu'on a des filières et que les plantes médicinales, on les met d'un côté et de l'autre, mais il y a de grandes réflexions et de grandes applications qui viennent de rien. Par exemple, ce qui est cité aujourd'hui, la plus grande application dans le domaine de la consommation du papier, eh bien, c'est quand les gens se sont rendus compte que, moi j'ai un bloc comme ça, traditionnel, vous savez, on ouvre le papier comme ça. Et 90% des gens ne se servent pas du recto. Et puis il y a des gens, ils ont dit, si on l'ouvre comme ça, et à ce moment-là, les études montrent que 80% des gens écrivent des deux côtés, simplement parce qu'on leur a mis la feuille blanche là. C'est des toutes petites réflexions, mais qui viennent d'autres choses en fin de compte. Bon, en tout cas, félicitations, c'est bien, vous avez mis du temps, vous avez retrouvé beaucoup de choses là, c'est bien. Merci. N'hésitez pas à attendre le micro, Marie-Françoise. Je pense que tout le monde n'entend pas. Micro, et puis si tu peux te lever, parce qu'on a les caméras pour qu'on puisse te voir aussi à l'autre bout de la Terre. Ça aussi, c'est une innovation. Alors, je voulais demander aux étudiants s'ils avaient vu quelque chose au sujet de l'usage possible des drones, à la fois en surveillance des cultures et dans le futur peut-être en traitement, voire en transport de plantes, puisque j'ai vu ça aussi, qu'on utilisait des drones pour préparer des commandes. Alors nous, on a vu donc notamment tout ce qui est caméra pour les plantes, on va dire. On a vu donc Plantail que je vous ai présenté. Et il y a aussi le système Crop View, où là la caméra sera fixe dans les serres. On a aussi trouvé ces fameux drones qui scannent clairement les plantes et qui donnent les irrégularités de croissance. Mais c'est à l'échelle de champs, donc ça concerne l'agriculture, tout ce qui est céréales, légumineuses. On s'est dit ça va être compliqué de faire scanner un drone une serre, enfin l'intérieur des serres. Donc on a préféré choisir des innovations vraiment qu'on pourrait, ou qui sont spécifiques à l'horticulture, ou qu'on pourrait vraiment, pas demain, mais à long terme, incorporer dans l'horticulture. Le drone, c'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place pour des serres, en fait. Bien, moi déjà, je les remercie, parce que je crois que c'était un enjeu un peu important, en quelques semaines, de se lancer dans cette démarche, dans cette aventure. J'en profite quand même pour revenir un peu sur la notion d'innovation. Je crois que c'est de toute façon l'avenir. Aujourd'hui, une entreprise n'est pas viable si on n'imagine pas de l'innovation. Toute entreprise doit innover pour être présente demain sur le marché. Simplement, si je veux revenir sur une chose, c'est qu'en fait, quand on parle d'innovation, on parle souvent de beaucoup de choses en même temps. Premièrement, il y a l'innovation technologique, il y a l'innovation qu'on a appelée souvent pendant longtemps la création variétale. Alors, on a de l'innovation d'organisation, organisation de filière. Donc tout ça, pour moi, c'est de l'innovation à l'intérieur de structures professionnelles. C'est une question de relation entre professionnels. Puis après, il y a l'innovation vis-à-vis du consommateur final. C'est-à-dire l'innovation qui va faire que l'acheteur final va décider de déclencher l'acte d'achat et d'utiliser le produit parce qu'il pense que ça va pouvoir lui apporter un service. Et donc, par rapport à cette notion d'innovation, il y a, je dirais, 3 piliers. Le premier, c'est que quand on innove, ce qui est important, c'est que l'innovation soit perçue. Si on innove et puis que l'innovation n'est pas perçue, eh bien, ce n'est pas de l'innovation. Alors, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur la création variétale. Vous créez, un sélectionneur crée une nouvelle variété, bon, il va trouver ça extraordinaire parce qu'il y a une petite modification. Si cette variété est proposée au consommateur et qu'il ne voit pas la modification, dans ce cas-là, on ne pourra pas parler d'innovation. La deuxième chose, c'est que cette innovation doit être acceptée. C'est-à-dire on la perçoit et on l'accepte. Donc on a envie de l'acquérir. Par exemple, alors je prends un exemple qui est assez courant, c'est si l'innovation, par exemple en termes de végétal, elle est un peu surprenante en termes de couleur, et que tout de suite chez le consommateur, on pense que c'est un organisme génétiquement modifié, il peut y avoir à ce moment-là un refus. Donc elle n'est pas acceptée.
Et la troisième, là on parle, je dirais, au niveau professionnel, c'est qu'une innovation, si elle est réussie, c'est qu'elle est perçue, acceptée et rentable. Voilà. Et donc, le défi un petit peu qui était présenté, hein, c'est que je parlais tout à l'heure de perception. Alors c'est vrai que si on avait demandé le même exercice à un chercheur, il n'aurait certainement pas trouvé les mêmes innovations. Si on l'avait demandé à un producteur, il n'aurait certainement pas trouvé les mêmes. C'est pour ça qu'il nous est venu l'idée avec la Strédor de dire des étudiants bien formés, hein, mais qui n'ont pas, on va dire, le poids de la culture, du passé. Parce que souvent, quand on regarde l'innovation, on voit d'où on est parti, puis on voit où on pourrait aller. Donc ils n'ont pas ce poids du passé. Et donc d'avoir un regard, des yeux un petit peu neufs, pour justement de prospecter dans ce qui pourrait être demain les éléments qui vont nous porter les entreprises dans le futur. Et je les remercie. Bien, merci. On va être obligé de passer.